Alors oui, et comme j'ai pas mal de retard, on va faire vite, donc voici le résumé de la situation. J'ai acheté un gros véhicule, sûrement pour compenser un déficit dans la dimension d'organes génitaux, comme le veut la pensée commune. Puis j'ai regardé ce nouvel outrage à l'écologie parcourir 700 km à mes côtés, mais pour éviter de me faire caillasser, j'ai bouché les trous de l'échappement. Après ça, j'ai fait de plus gros trous dans les bas de caisse, mais je les ai aussitôt rebouchés, sauf que clairement, le boulot n'était pas fini. En toute logique, on va donc s'occuper des sièges. Logique, vu la météo. La tôle à nu et la pluie, c'est pas un combo gagnant. Ce que vous pouvez voir là rappelle pourquoi ils sont un affront au reste de l'intérieur qui lui est plutôt bien conservé. Comme ils sont électriques, gonflants, chauffants avec airbag et en plus intégrant la totalité du système de ceinture de sécurité, ils ont tendance à faire mal au dos. Je vais pouvoir découvrir ma fortune. La fortune habituelle en pièces de monnaie. 5 centimes. Alors ça, je m'y attendais pas. Une pièce de 100 millim de chez moi. 2 centimes. Attention. 1 euro. 20 centimes. Une autre pièce de 100 millim. Et je crois que cette fois, on a fait le tour. Je crois que j'étais un peu présomptueux en annonçant que j'allais devenir riche. Et c'est parti pour dépouiller le siège conducteur. Objectif simple, on va remplacer tous les revêtements à l'exception de celui de l'appui-tête qui, n'a rien à se reprocher. Tu veux rentrer sortir, Lio? Ah, c'est con, il pleut de nouveau. Ah là là. Quelle vie de merde, hein. En réalité, j'ai pas été exhaustif concernant l'opération. Je vais aussi remplacer la mousse de l'assise de ce côté. Comme tous les véhicules surélevés, le côté gauche est complètement défoncé. Mais bien, il devait bien fonctionner les sièges chauffants là. Bien installé tout ça. Bravo les gars. Allez, on va dire que ça a bougé pendant les 400 000 km parcourus avec la voiture. Comparaison des deux. J'ai fait un petit test sur la mousse et ça la brûle pas parce que j'ai déjà eu des surprises avec les mousses dans ce style là qui supportent pas la néoprène. C'est bien de tester, je pense. Oh dis donc, il est fissuré le tien. Merde. Je dois faire de la soudure on dirait avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'avais pas vu.
La principale difficulté à utiliser ces pièces, c'est qu'il y a un peu de découpe à faire. Pas le moment de foirer. Et voilà la première housse neuve. Le kit m'est revenu, je crois, à 280 €, quelque chose comme ça. Ce qui est finalement pas très cher pour avoir des sièges à l'aspect neuf. Enfin, ça c'est ce que j'espère. On reviendra sur l'assise au moment de remonter tout ça sur le siège. On va passer maintenant à la partie dossier. Vu l'état de la housse, j'ai pris la liberté de faire quelques découpes pour la retirer plus facilement, mais j'ai bien vu que c'était ajusté. Là, je sens que ça va être galère. Et de nouveau un petit moment qui donne envie de pisser avec la découpe de la housse neuve. C'est toujours un risque de devoir la mettre à la poubelle immédiatement. Immédiatement après l'avoir installé, l'aspect est assez naze. C'est normal, il faut réussir à scratcher tous les renfoncements. Et bien les aligner, c'est pas évident. Il faut quand même prendre le temps de le faire correctement parce que à l'usage, sinon on aura vite des plis à des endroits pas esthétiques du tout. Et non, je ne commenterai pas ce passage. Est-ce que j'ai l'air d'en chier pour enquiller la coudoir? Oui. Bah c'est parce que c'est le cas. Heureusement que la violence résout un bon paquet de problèmes. Encore une petite découpe stressante avec le passage pour l'airbag qu'il faut pas oublier. Et quelques autres coups de scalpel critiques sur le flanc de l'assise qui nous permettront de remonter les commandes du siège. Bon, ça valait le coup de se faire chier, non?
vais le remonter immédiatement pour faire de la place. Et je vous rassure, pour le siège passager, on va se contenter d'un time morphing ultra bref mais parlant. Ça donne tout de suite plus envie de s'asseoir dessus, non? Côté opposé maintenant, évidemment, le siège était en bien meilleur état, mais il fait tâche par rapport à celui que je viens de refaire. Je pense que la voiture, elle a été en Tunisie. J'ai retrouvé encore une autre pièce, mais côté passager. 500 mm. Oh, 2 €. Une autre pièce de 50 mm cette fois. Et puis quelques centimes. Des trouvailles qui, combinées avec les quelques indices de peinture complète, me font supposer qu'elle a été repeinte de la même manière que ma 605 lorsque j'ai pris le ferry avec. Et voilà 2-3 heures de boulot résumé en quelques secondes, si ça pouvait fonctionner comme ça en vrai. Je crois qu'il va falloir que je taille là de nouveau. On admirera les sièges plus tard, il y a un truc qui m'énerve dans cet intérieur. C'est cette console centrale complètement naze. Trop glissante pour mettre quoi que ce soit dessus, trop dure pour servir d'accoudoir et même douloureuse à la longue parce que recouverte de picots dont j'ai du mal à saisir l'utilité. Je vais donc la recouvrir d'un morceau de revêtement qui me reste de la 750 IL quand j'avais refait le ciel de toit. L'idée est pas mauvaise, mais je pense que je recommencerai plus tard en découpant un morceau d'Isorel qui me permettra de soigner les arêtes en les retournant plutôt qu'en les coupant bord à bord. Comme le temps est toujours incertain, on va régler un problème subsistant de l'épisode 2. J'avais échoué à réparer le lève-vitre conducteur en voulant conserver les câbles d'origine qui s'effilochaient. Donc je me suis résolu à acheter un mécanisme neuf, pas très cher. J'aurais dû faire ça dès le début. Et faut pas oublier de remplacer la petite ampoule HS avant de remonter le panneau de porte. À l'arrière droit aussi il y avait un souci, mais là c'était différent. Aucun bruit de moteur, rien. On va voir ce qui s'y passe. On en revient toujours au même problème chronique sur ce modèle, l'écoulement de l'eau dans les portes complètement foiré. Donc tous les composants finissent par prendre l'humidité, c'est pour ça que les câbles de lève-vitre rouillent, que les enceintes lâchent et que les moteurs se remplissent d'eau pour finalement totalement se bloquer, figés par la corrosion. J'ai réussi à le mettre en pièces, puis j'ai nettoyé tous les contacts pour finalement remplacer les charbons et leurs ressorts. Est-ce que je l'ai réparé? Oui. Est-ce qu'il fonctionne bien? Non, il a clairement pas assez de coupe pour pouvoir lever la vitre, donc vous connaissez la chanson maintenant. Dès le début, acheter un moteur neuf à 19 $, livré en 3 jours. Ah oui, et je me rappelle de ce moment. C'est là où je me rends compte que j'ai remonté le moteur, mais qu'en fait, ce que je suis en train de mettre par-dessus, là, ça se met entre le mécanisme et le moteur. Donc j'ai dû tout recommencer. C'est pas grave. Ça marchera à la fin, donc c'est ça qui compte. Allez, il est bien temps de refermer, j'en ai marre de travailler sur cette porte. J'ai recollé la tâche qui était manquante ici, mais que j'ai retrouvée dans la voiture. Et j'espère que j'aurai pu la déposer avant jamais. Après j'ai dû tout redémonter parce que j'avais utilisé une vis trop longue qui bloquait le mécanisme. Mais je vous épargne ça, je me réserve ma propre connerie parfois. Elle me fatigue déjà suffisamment.
Pendant l'épisode 2, j'avais remarqué au montage que la bouteille déshydratante était pas tout à fait la bonne et qu'une durite avait une orientation un peu merdique à cause de ça. Donc j'en ai acheté une autre et j'ai corrigé le problème. Plein d'espoir pour remettre du gaz dans le système et retrouver une clim fonctionnelle, j'ai aussi remplacé les filtres d'habitacle. On a rempli le circuit, ça fonctionnait pas. J'ai testé le compresseur, et il est mort. J'en ai commandé un autre, mais il arrivera dans un bon moment, donc ce sera pas dans la vidéo. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu la pluie alors. Si on finissait le travail de carrosserie. Première étape évidemment, meuler toutes les soudures. Moment qui généralement révèle qu'il y a encore un peu de travail de soudure, mais on dirait que cette fois-ci j'ai bien géré le point de chaînette. Même punition de l'autre côté puisque c'est un peu long à faire et un peu pénible, et puis on passe au papier à poncer, grinçant à peu près. Là par contre je constate que par rapport à l'autre côté, il y a deux panneaux un petit peu décalés, peut-être parce qu'il y avait des formations avant que je soude. Donc j'ai sorti mon tire-clou, mais je dois admettre que j'étais un peu déçu cette fois-ci parce que j'ai pas réussi à tirer grand chose. La plupart du temps, ça collait pas suffisamment pour pouvoir redresser quoi que ce soit. Donc je sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai bien décapé, j'ai changé l'amorce en cuivre, etc. Mais non, ça n'a pas bien marché. Et j'ai vérifié aussi la masse qui était parfaite. Je me dis peut-être que l'expression un peu déçu de l'outil était inappropriée. En fait j'ai eu envie d'y foutre le feu. Ce qui fait qu'après, c'était pas tellement mieux qu'au début. Donc il y aura un peu plus d'épaisseur de mastic que ce que j'aurais aimé, mais je pense que ça reste dans le domaine de l'acceptable. Ici c'est pas mal. On va s'arrêter là pour le mastic. Et de l'autre côté, c'est pas terrible. En bas, là. Et j'en ai marre. Et de toute façon, une fois qu'il y aura les marchepieds de remontée, non seulement ça se verra plus, mais ce sera quasiment inaccessible à la main. Alors, pour l'endroit que c'est, à mon avis, c'est vraiment pas mal en fait. Mais ouais, je deviens un peu tatillon avec le temps. On n'a qu'à dire qu'on s'en fout. Je pense que tout le monde est au courant que c'est un véhicule américain. On n'a pas vraiment besoin de ça. Vous êtes assez nombreux à m'écrire pour me demander conseil sur les produits de carrosserie, mais le mieux c'est de demander directement à Colieris en décrivant le cas de figure. Ils m'aident pour mes différents chantiers et seront de meilleurs conseils que moi qui suis encore loin d'être un pro du domaine. Et si vous commandez chez eux, n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction que je vous ai mis en description. Là, je viens de finir de poser la base et 20 minutes plus tard, je peux passer le vernis.
Pas vu de couleur. Évidemment, on n'en est pas au niveau parfait. Mais de toute façon, je ne vise pas la perfection. Et ça, c'est un peu la contribution aux différentes expériences. C'est qu'à un moment donné, on comprend que la perfection, on s'en branle. Ce qui est important, c'est d'atteindre le niveau qui nous convient en termes de finition. Et moi, ça me va très bien. Il n'y a plus de trop, ça brille. Et c'est pas évident de voir où j'ai remplacé les panneaux. Donc, j'estime que le travail est accompli avec succès. Et donc c'est l'heure de finir leur montage avec notamment les marchepieds. Sauf que maintenant la traverse de l'attelage, elle me sort par les yeux, donc on va y faire quelque chose. Allez, je suis sympa, je vous passe la session de décapage, c'est long et chiant, et en plus ça fait un boucan pas possible. Voilà, il n'y a plus de rouille, ça brille, bon ça j'aurais aimé éviter, mais le travail est fait, ça me choque moins comme ça. Et il y avait un dernier petit truc qui faisait tâche, je trouve, et qui trahissait le kilométrage de la voiture, c'était les bras d'essuie-glace rouillés. Et si vous travaillez sur des voitures qui sont pas de première jeunesse, vous avez sans doute été déjà confronté au problème de ces foutus bras d'essuie-glace complètement grippés sur les supports. Et ça a été encore le cas ici. Donc j'ai déployé toutes mes connaissances et je m'en suis sorti sans rien casser, ce qui est bien. Et là voilà, après décapage et peinture. C'est qu'un détail, mais je l'ai toujours devant les yeux quand je conduis, donc... Ah merde, oui, j'avais dit que c'était le dernier détail, les essuie-glaces, mais il y a aussi le feu arrière droit qui est bien rayé, donc on corrige ça. Et maintenant la touche finale qui n'est pas une réparation, mais simplement la réinstallation des caches de la galerie qui étaient manquants à l'arrière. Trouvé sur eBay aux USA, beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais ça me faisait vraiment chier de pas les avoir. Je sais pas si je l'avais déjà mentionné, mais le compresseur de la suspension pneumatique, je l'ai jamais entendu fonctionner. J'avais déjà remplacé les amortisseurs pourris de rouille, mais pour remettre le système en fonctionnement, je m'étais dit que je devrais sûrement passer par le remplacement du dit compresseur, qui est connu pour rapidement rendre l'âme, et on comprend pourquoi. À cause de l'optimisme débordant des mecs qui installent ça sous le châssis avec une pauvre bande de caoutchouc pour éviter que le machin se prenne absolument toutes les projections des roues arrière. Et c'est d'origine. Bah ça tient en moyenne 3 à 4 ans forcément. Donc voilà le compresseur neuf comme il est beau, sauf qu'il a déjà un problème sorti de la boîte. Bon évidemment j'ai réglé le problème assez rapidement, mais quand on reçoit des pièces neuves on aime bien que les fils soient pas coupés quoi. Et voilà il est en place, il n'y a plus qu'à tester. Le problème c'est que je sais pas comment on teste ce truc, j'ai pas l'impression qu'il y ait de protocole ni quoi que ce soit pour le faire, donc on va... je sais pas. Et en fait si, dans mon outil de diag j'ai trouvé ce qu'il fallait. La voiture se lève, ça fonctionne, mais par contre ça fonctionne pas de manière automatisée.
Donc je me suis mis à la recherche de ce problème de tension au niveau de la ligne 1. Le calculateur du système, il était derrière le panneau arrière droit, ce qui est facile d'accès heureusement. Donc là, je mesure la tension qui est censée être utilisée par les capteurs de suspension qui sont aux quatre coins de la voiture. Sauf qu'il n'y a pas 5 volts mais 4,3. Et les tensions au niveau des capteurs sont très basses. Donc on a un calculateur à changer ou à réparer, mais ce sera pas pour cette fois. En attendant, par contre, j'ai trouvé autre chose, c'est de quoi reprogrammer le compteur en fonction des pneus que j'ai montés. Ce qui clôture les opérations mécaniques de cet épisode. Donc j'ai voulu aller prendre une mesure de performance pour savoir si les 420 000 km avaient eu un effet sur la santé du moteur et de la transmission. Le voyant de frein et d'ABS, c'est entre guillemets normal. J'ai rebranché la batterie et au premier roulage, c'est toujours comme ça. Oula, c'est pas terrible ça, non? Peut-être que c'est parce que je transporte un lave-vaisselle dans le coffre, ou peut-être parce que j'ai tout le stock de pièces à l'arrière. Ou alors il y a autre chose, mais franchement, je vois pas là. Ouais, c'est peut-être pour ça en fait. Par ailleurs, je rappelle qu'il est légalement interdit de tracter à plus de 25 km/h. Cet essai a évidemment été effectué sur une route fermée au public. Franchement, je doute fort que vous arriviez à deviner pourquoi je me suis retrouvé avec cette voiture. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Pour l'instant, on va déjà finir avec le Chevrolet. Et ben ce Chevrolet justement, franchement, c'est pas désagréable sur les petits trajets que j'ai fait depuis que j'ai ramené la voiture. J'ai pas pu tester vraiment longuement le truc, mais là, en fin de journée, à la fraîche, on est vraiment bien là-dedans. Et comme Clara avait très envie d'essayer le gros SUV, je lui ai donné les clés, on a échangé nos montures. Et voilà en clair ce qu'elle m'a dit. C'est pas désagréable, mais c'est trop gros et la direction est trop légère. Et j'admets que je ne peux pas dire le contraire. Il me restait une dernière opération à mener pour en finir avec le chantier de l'intérieur. On avait de beaux sièges neufs à l'avant, très bien. Mais à l'arrière, la banquette restait un peu dégueulasse. Voilà, un bon nettoyage qui lui a rendu une partie de sa jeunesse. On va être bien là-dedans pour aller chercher des épaves, hein. Je vous précise pas quelle est la partie nettoyée, hein. Et le secret du nettoyage là, c'est pas vraiment le produit, j'ai juste pris un dégraissant de chez Action, c'est surtout la brosse qui est importante, il faut la bonne finesse et la bonne dureté de poil, et pour ça, la brosse que j'ai achetée chez Colorlock il y a quelques temps maintenant, fait très bien le travail. Donc on est bien d'accord, quand c'est propre, ça brille pas de mille feux, hein, ça devient plus ou moins satiné, presque mat. Voilà, donc ça c'est avant, et après, c'est mieux. Parce que ça a l'air d'aller assez loin. Exceptionnellement, puisque j'ai payé toutes les pièces de ma poche à l'exception des fournitures en huile et de carrosserie, je vous ai fait un bilan du projet à ce stade.
Et voilà, c'était le dernier épisode consacré intégralement à cette voiture. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne la verra plus dorénavant, parce qu'il reste encore des choses à faire, comme vous l'avez vu, mais j'en parlerai à l'occasion d'épisodes sur une autre voiture qui est intimement liée à celle-ci, vous verrez pourquoi. À ce stade, je ne peux pas vraiment donner d'avis dessus parce que finalement j'ai peu roulé. J'ai juste fait le trajet de Rouen à Paris, aller-retour. Et depuis, j'ai fait que des petits trajets, donc ça a l'air bien, hein, mais il faudrait que j'enlève la vaisselle qui est à l'arrière pour vraiment pouvoir en juger niveau utilitaire. Alors j'espère que ces 3 petits épisodes vous ont plu, même si c'était déjà une voiture en assez bon état finalement, surtout en considérant le kilométrage. J'en profite aussi pour vous remercier tous autant que vous êtes, abonnés, non abonnés, donateurs ou non, parce que sinon je ferais rien en fait, ou vraiment peu de choses. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine avec une autre. Ciao!